À la une de ce journal, notre pays et les États-Unis d'Amérique autour d'une table pour discuter du renforcement des échanges commerciaux. L'inauguration d'une clinique théâtrale pour contribuer aux efforts d'éradication des comportements sociaux nuisibles. Notre pays participe par visioconférence à un dialogue de haut niveau sur les projets de la Grande Muraille Verte. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles pour se prémunir contre la Covid-19. Faites-vous vacciner et appliquez les mesures barrières. Le volume des échanges entre la Mauritanie et les États-Unis d'Amérique, qui continue à stagner aux alentours de 1%, constitue un problème réel auquel il convient d'apporter une solution. C'est l'affirmation faite ce matin par la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme à l'occasion de la journée de concertation et de réflexion pour renforcer les échanges commerciaux entre notre pays et les États-Unis d'Amérique. Cette rencontre a vu la présence de l'ambassadrice des États-Unis à Mauritanie et du président de United States Mauritania Business Forum. Tous deux ont aussi souhaité le renforcement des échanges commerciaux entre les deux États. Abdoul Adamaba a suivi pour nous cette réunion. Cette journée de concertation compte élaborer une feuille de route afin de valoriser le renforcement des échanges commerciaux entre la Mauritanie et les États-Unis d'Amérique. Il s'agit ainsi de favoriser un cadre permettant de booster les échanges commerciaux entre les hommes d'affaires des deux pays. En plus des hommes d'affaires qui participent à ces rencontres, des acteurs de la société civile et décideurs ont pris part à cette journée de concertation et d'échange. Madame Naha Mint Hamdoul Mouknas, ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, a déclaré que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays qui stagnent autour de 1% constitue un problème auquel il convient d'apporter une solution appropriée au vu, dit-elle, des intérêts majeurs de cette coopération économique et des opportunités qui sont inexploitées. Dans ce cadre, conclut-elle, cette rencontre a été conviée afin d'examiner les objectifs qui entravent l'essor de cette coopération économique. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Oulzen Abdin Cheikh Ahmed, a quant à lui mis en avant la nécessité de redynamiser cette coopération économique. Il a dans cette optique magnifié les bonnes dispositions des autorités et membres de l'UNPM à œuvrer pour la redynamisation de cette coopération. La mission diplomatique des États-Unis d'Amérique a soutenu et accompagné depuis sa création le US Mauritania Business Forum dans sa quête d'identifier les solutions qui permettront une meilleure coopération économique entre nos deux pays. C'est à cet effet que l'équipe de la section économique et moi-même encourageons fortement les acteurs ici présents aujourd'hui à identifier les principaux défis ayant un impact sur les relations commerciales entre nos deux pays et à élaborer des stratégies et des solutions tangibles pour l'année à venir. Mon souhait est que cette importante journée de concertation vous permette de ressortir une feuille de route qui facilitera davantage d'opportunités pour attirer plus d'investisseurs américains en Mauritanie, tout en permettant aux investisseurs mauritaniens, à la fois grands et petites et moyennes entreprises, à accéder au marché américain. Le Forum d'affaires mauritano-américain. Il se veut une structure de facilitation et d'accompagnement pour les investissements entre nos deux pays. L'objectif de cette journée de concertation est d'encourager les investisseurs de notre voisin de la façade atlantique à s'intéresser à notre pays, son potentiel économique varié, riche et durable. Initier des projets structurants, mettre en phase des commissions mixtes, favoriser l'accord de libre-échange et encourager la signature d'accords de jumelage entre les deux chambres de commerce. Il est nécessaire aujourd'hui d'inscrire notre pays dans le programme tel que l'AGOA, the American Growth
and Opportunity Act, the MCC, the Millennium Challenge Corporation, donc Reducing Poverty Through Growth. Le volume des échanges commerciaux avec les États-Unis d'Amérique il est extrêmement faible et qui va dans l'ordre à peu près de 1%, comparé au volume total des échanges commerciaux qu'effectue notre pays. Et donc, à la lumière de ça, nous avons pensé à faire une journée de concertation à travers laquelle nous allons essayer de mettre sur la même table du côté mauritanien le secteur privé, les départements ministériels et voire même la société civile. Et en face avec eux, le côté américain, il y a des hommes d'affaires américains. Et donc, pour qu'ils puissent discuter sans tabou, en tout cas, l'ensemble des obstacles qui entravent le commerce bilatéral entre notre pays et les États-Unis d'Amérique. Et essayer également, d'un autre point de vue, essayer d'avancer et de mettre en perspective l'ensemble des solutions qui nous permettent de contrecarrer ces obstacles-là et essayer de booster les échanges commerciaux. Au cours de cette journée de concertation, les participants ont suivi plusieurs exposés se rapportant aux relations commerciales mauritano-américaines. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire était hier l'hôte de la ville de Rosso, ultime étape d'une visite d'information qu'il a entreprise depuis quelques jours dans certaines wilayas pour s'enquérir de la situation des projets exécutés par son département. Sid Ahmed Ould Mohamed s'est rendu sur les chantiers de construction du stade Ramadan et d'une école fondamentale dans le quartier de Melek. Le point avec Mohamed Khattab. Des écoles fondamentales, des collèges, des édifices administratifs, des constructions sportives, ce sont tous des chantiers urbains dans lesquels l'État a investi des sommes colossales en vue d'élargir et de développer les infrastructures de base pour offrir aux citoyens une certaine qualité de vie et d'accès aux services publics. D'où la visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, au Brakna et au Trarza, pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de ces chantiers et connaître les raisons des retards accusés dans la plupart de ces projets. Et par-dessus tout, constater de visu l'état de ceux parmi ces chantiers qui souffrent déjà de fissures alors que la construction vient à peine d'être achevée, comme c'est le cas avec les bâtiments du Hakem de Bababi. Une commission du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, dit le Hakem de Bababi, M. Mohamed Sidi Ali Di Yemehlou, nous a rendu visite et nous a recommandé de quitter le bâtiment car sur le plan sécuritaire, le risque est majeur. Nous avons déménagé chez l'inspection de l'éducation et nous avons écrit pour demander la rénovation du bâtiment. Aujourd'hui que le ministre est sur place et après avoir vu le bâtiment, il nous a fait savoir que le bâtiment sera reconstruit. Il est à noter qu'au cours de sa tournée, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire n'a pas cessé d'exhorter les entreprises assurant la maîtrise d'ouvrage à veiller au respect des critères techniques requis et de prendre les dispositions nécessaires pour le parachèvement des ouvrages dans les délais impartis. Selon Yahavlou Ould Sherif, directeur général des bâtiments et des équipements publics au ministère de l'Habitat, le ministre a clairement dit aux entreprises de respecter les délais inscrits dans les cahiers de charges, même si ces délais peuvent être reportés à 2 ou 3 mois. De même qu'il a donné ses instructions aux directions en charge de superviser ces chantiers comme nous, de veiller à respecter ces délais. Il a également déclaré qu'à défaut de respecter ces délais, les entrepreneurs courent le risque d'une annulation pure et simple de leur contrat et la perte définitive de tout nouveau contrat et facilité. L'étape de la wilaya du Trarza, et en particulier dans la ville de Rosso, le ministre s'est enquis en compagnie du Wali du Trarza, M. Moulay Ibrahim, de l'avancement des travaux au niveau du chantier de construction du stade Ramadan et d'une école fondamentale dans le quartier de Melek, qui était à l'arrêt depuis un certain temps, ainsi qu'un bâtiment administratif qui connaît des fissures, prenant note et promettant une rapide intervention, tout en appelant à achever les travaux dans les délais accordés pour cause de retard de livraison. Nous allons à présent parler de théâtre, ou plus exactement de la volonté du département de la culture d'œuvrer à la promotion de cet art, considéré comme le plus proche du grand public. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'ouverture de la clinique théâtrale comme thérapie aux maux sociaux à travers l'initiation d'un groupe de comédiens en herbe dans la lutte contre l'extrémisme, le radicalisme et la drogue. L'événement était supervisé par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Abdoul Adamaba.
Cette clinique théâtrale, qui est située au niveau de la wilaya de Nouakchott-Sud, a été érigée afin de favoriser l'atteinte de soi de l'être dans toute sa plénitude par le biais du théâtre. En plus, elle est ouverte à tout un chacun et se veut un cadre permettant de réintégrer socialement ceux qui se considèrent en marge de la société. Cette structure est un cadre de promotion de l'unité nationale, d'instauration d'une joie permanente et de lutte contre la haine, l'égarement et le terrorisme violent. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi, a salué l'instauration de cette clinique théâtrale qui permet aux jeunes de bénéficier d'un cadre qui leur permettent de s'exprimer. Il a ensuite déclaré que cette structure qui lutte contre les maux de la société permettra aux acteurs de jouer un rôle important dans ce cadre. La présidente du conseil régional de Nouakchott, Fatimata Abdelmalek, a affirmé que la mise en place de cette clinique fait partie de la politique du conseil régional. Elle s'inscrit dans l'optique de l'apport dédié aux jeunes pour leur permettre de s'affirmer. Les objectifs de cette clinique théâtrale sont dessiner une feuille de route pour un théâtre sérieux qui surveille les phénomènes de la société avant l'explosion. Surveiller le comportement des jeunes et les orienter vers un dialogue théâtral basé sur la connaissance, l'art d'activation et de divertissement et l'accomplement de vide. Mesdames, Messieurs, nous avons voulu que ce projet soit un espace culturel et artistique qui accueille les jeunes, les immunise contre les dérives vers le crime, l'extrémisme, la haine et à travers lesquels ils acquièrent des compétences techniques qui leur permettent d'être positifs dans leur société, croyant à leur patrie, à leur unité, en ligne avec les grands objectifs de la nation mauritanienne. Par ailleurs, en plus de cet aspect thérapeutique, cette clinique permet de former ceux qui le désirent dans les métiers du théâtre au niveau des ateliers que compte cette structure. Au volet de l'environnement, les ministres chargés de ce portefeuille dans la zone de la Grande Muraille étaient aujourd'hui en visioconférence avec les partenaires techniques et financiers. Au menu de cette rencontre virtuelle à laquelle ont pris part les ministres des Affaires économiques et la promotion des secteurs productifs, de l'environnement et du développement durable, le financement du plan d'investissement décennal d'un montant de 17 milliards de dollars adopté en juillet dernier lors de la dernière réunion du conseil d'administration de la Grande Muraille Verte à Nouakchott. Mohamed Khattab. C'est en sa qualité de président du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte que la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Marième Becaye, a supervisé ce matin en compagnie du ministre des Affaires économiques et la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Khan, le lancement des travaux du dialogue des ministres de l'Environnement de la zone de la Grande Muraille Verte avec les partenaires techniques et financiers. La réunion qui se tient par visioconférence a été l'occasion pour Mme la ministre de souligner. Je voudrais tout d'abord, en tant que présidente du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte et au nom de tous les ministres des États membres que je salue fraternellement, remercier les représentants du Secrétariat général des Nations Unies, de la Commission de l'Union africaine et du président du One Planet Summit, ainsi que l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont répondu favorablement à notre invitation à ce dialogue de haut niveau sur le financement de la Grande Muraille Verte. Je remercie aussi les secrétaires exécutifs de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, ainsi que leurs équipes respectives pour leur appui déterminant dans l'organisation de cette importante rencontre. La tenue de ce dialogue dénote de notre conviction à tous que la Grande Muraille Verte joue un rôle fondamental dans la réalisation des objectifs de développement durable à l'échelle nationale, régionale, mais aussi internationale. Elle constitue en cela un exemple de réussite en matière d'intégration des enjeux multidimensionnels et interdépendants auxquels nos populations font face, notamment la pauvreté rurale, l'insécurité alimentaire, hydrique et énergétique, ainsi que la dégradation des écosystèmes et de la biodiversité. Au cours des prochaines décennies, nous assisterons à une augmentation des risques liés au changement climatique et peut-être aux pandémies. Ces risques augmenteront les vulnérabilités existantes. C'est pourquoi nous devons agir immédiatement
et mobiliser les ressources nécessaires pour réaliser les investissements qui vont nous permettre d'améliorer la résilience des écosystèmes et des communautés rurales. Mesdames et messieurs, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, qui s'est tenue le 29 juillet 2021 à Nouakchott, nous avons adopté un plan d'investissement prioritaire décennal pour la période 2021-2030. Ce plan devrait nous permettre de consolider nos acquis et d'intensifier nos interventions dans le cadre des programmes prioritaires retenus. La mise en œuvre de ces programmes exige un financement important de près de 17 milliards de dollars. Malgré les efforts consentis par nos États, les ressources internes ne sauraient suffire pour couvrir l'ensemble de ces besoins. C'est pourquoi nous avons accueilli avec intérêt et enthousiasme la création, à l'initiative de la France, de l'accélérateur de la Grande Muraille Verte. Cet instrument, avec ses 5 piliers, nous offre aujourd'hui un cadre structuré pour renforcer, accélérer et suivre la mise à disposition des financements extérieurs pour la réalisation des objectifs de la Grande Muraille Verte, tels que définis dans le plan d'investissement prioritaire. Pour sa part, le ministre des Affaires économiques et la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, a précisé que l'environnement se vit grâce à des projets sectoriels dans le domaine de l'eau, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, entre autres. Et dit-il, nous avons besoin que ces secteurs se parlent et que cette réunion soit faite avec les ministres de l'économie qui ont beaucoup à apporter dans la conception et l'exécution des projets et par l'utilisation effective des ressources financières qui ont été mobilisées et dont nous avons besoin. L'approche territoire et la vision de la Grande Muraille Verte, affinée et consolidée sur les urgences et priorités des territoires du Sahel, font de ce projet intégrateur africain Grande Muraille Verte un modèle économique et de développement résilient, adapté aux terroirs fortement vulnérables exposés. Ce modèle économique terroir sur le Sahel articule le triptyque climat, sécurité et développement et assure de la Grande Muraille Verte un appoint non négligeable aux stratégies de relance économique post-Covid-19. La lecture prospective et réaliste du contexte structurel de nos États sur la trajectoire 2030 a guidé et orienté la planification des priorités d'action, la structuration des besoins et engagements financiers nouveaux du PIPD 2021-2030 arrêté à 17,6 milliards de dollars qui représente en définitive une infime partie de la masse d'investissement socialement responsable, public et privé au plan international. Il est à noter que ce dialogue avec les partenaires techniques et financiers ne manquera pas de démontrer le besoin de poursuivre la mobilisation collective des bailleurs investis dans l'accélérateur de la Grande Muraille Verte pour que cette dynamique continue à se renforcer dans les années à venir. La Commission de la justice, de l'intérieur et de la défense de l'Assemblée nationale a consacré aujourd'hui une séance à la discussion du projet de loi modifiant certaines dispositions de l'ordonnance portant code de la route. Au cours de la réunion, la Commission a suivi un exposé présenté par le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou Mohamed, dans lequel il a passé en revue les dispositions fondamentales du projet de loi qui introduit un ensemble de nouvelles procédures au code de la route afin d'améliorer les mesures de sécurité routière. Des juges ont débuté ce mardi une formation de 2 jours sur les mécanismes et les procédures de gestion des biens saisis et les voies de leur exécution. La formation est organisée par l'Office de gestion des biens gelés, saisis et confisqués relevant du ministère de la Justice. Cet organe a été créé pour sévir contre la corruption, le détournement des deniers publics, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, le trafic de drogue et l'enrichissement illicite. Abdoulaye Damaba.
Cet atelier compte sensibiliser les magistrats, les collaborateurs de ces derniers et autres acteurs de la justice à propos des mécanismes liés à la gestion des biens saisis, gelés et confisqués. Il est organisé en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Ould Ahmed Aïda, a affirmé que la lutte contre la gabegie constitue l'un des principaux défis des pays en développement. La création, dit-il, de l'Office de gestion des biens gelés, saisis et confisqués constitue un pas très important dans la lutte contre la corruption. Le directeur de l'Office de la gestion des biens gelés, saisis et confisqués, Cheikh Ould Hamdi, a pour sa part passé en revue les réalisations de ces structures depuis sa création. Il a par ailleurs déclaré que l'Office a pu ces dernières années intégrer le réseau des agences régionales de recouvrement des avoirs criminels en qualité de membre observateur. Il a été estimé le fuitage de ressources publiques, privées et toute autre ressource destinée au développement s'élève à environ 88, ou je devrais dire 78 milliards de dollars. Ça veut dire presque, si on devrait avoir d'ici les 12 à 24 mois une maîtrise et une augmentation significative autour des dépenses publiques visant le développement, on aurait comblé presque la moitié des besoins pour le développement. C'est déjà, quand on parle de regard externe ou même regard interne autour de cette question de mobilisation de ressources pour le développement, nous avons, si vous voulez, une solution à bout portant. Ça veut dire si on peut vraiment monter en puissance les capacités de bonne gestion et gouvernance de ressources publiques à travers essentiellement les éléments clés du programme aujourd'hui, nous sommes vraiment en bonne voie. Nous pourrions potentiellement être en excellente voie de vraiment combler le gap financier. Rappelons que ces rencontres s'étalent sur 2 jours. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et son partenaire du Bureau des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et le crime ont décidé à leur tour de lutter contre ces deux phénomènes par le biais de femmes mourchidates, autrement dit des conseillères, un projet de mise en place d'un réseau de ces mourchidates dans les wilayas de Nouakchott, du Trarza et du Tiris-Zemour est en cours, tandis que ses membres ont débuté aujourd'hui une formation visant à les édifier sur leur future mission. Mohamed Khattab. C'est une formation au profit de 50 mourchidates de Nouakchott, du Trarza et du Tiris-Zemour. C'est le discours alternatif au discours radical organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en partenariat avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l'Association des femmes chefs de famille. Donnant le coup d'envoi de cette formation qui dure 4 jours, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Beitallah Ould Ahmed Aswad, a indiqué que la lutte contre l'extrémisme et l'extrémisme violent est au cœur des préoccupations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, comme cela ressort clairement dans son récent entretien avec le journal français Le Monde, dans lequel il a souligné la nécessité de lutter contre ces phénomènes néfastes et nouveaux qui menacent nos valeurs et les idéaux de notre société arabo-africaine et musulmane. Un combat contre l'extrémisme et la radicalisation qui se fait par la réflexion, l'ouverture et le dialogue entre les universitaires, les imams et les groupes porteurs d'idées déviantes et extrémistes. M. Beitallah a félicité les femmes qui participent à cet atelier, au cours duquel elles recevront des présentations théoriques et pratiques sur l'islam modéré, une alternative au discours religieux extrémiste, et être ainsi à même de lever la confusion sur de nombreux concepts islamiques que certains peuvent mal comprendre, tels que le concept du djihad, d'expiation, de loyauté et de traitement réservé aux moudjahides. De son côté, le représentant de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, M. Edem Blaise, a précisé. En effet, pour répondre aux attaques terroristes qui ont frappé les pays entre 2005 et 2007, la Mauritanie a mis en place une stratégie globale qui repose, entre autres, sur le dialogue interreligieux et la mobilisation des leaders religieux pour contrer les discours radicaux et promouvoir un islam modéré.
l'islam et les rites malakites se sont révélés être de véritables outils contre la pensée violente, les discours d'incitation à la haine et les radicalismes religieux. Il est à noter que cette formation est dispensée par des imams, des fuqaha et des experts en la matière. Soirée d'éloge au dernier messager d'Allah et ses nobles vertus, c'était hier soir dans le cadre d'une veillée de Medih organisée par la commune de Dar Naïm dans le sillage de la commémoration la semaine dernière de l'anniversaire de la naissance du saint prophète Mohammed de paix et salut sur lui. La soirée a été sanctionnée par la remise de prix aux participants. Naja Jekani. Cette cérémonie de la célébration de la fête du Mawlud a été organisée par la commune du Dar Naïm en collaboration avec la Société nationale des produits laitiers à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prophète à qui la religion musulmane a été révélée pour sortir l'humanité des ténèbres et la conduire vers la lumière. Cette nuit du maître a été marquée par la remise de prix aux lauréats de la compétition du maire de Dar Naïm au nom du maître et de la Sira. Ouvrant la soirée du maître, le maire M. Mamaoul Qatboul a indiqué que la compétition vise à rappeler les qualités humaines et spirituelles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont entre autres la prière, la patience, la simplicité, la générosité, la justice et la vérité. Il a aussi rappelé le courage et la bravoure dont le prophète a fait preuve dans la résolution des problèmes de son époque. Le maire a remercié toutes les personnes qui ont participé à la réussite de la compétition, en particulier les membres du jury. La nuit a été marquée par la participation des artistes qui ont participé à cette célébration, qui a regroupé autour d'eux des poètes qui ont exhorté les populations à se conformer à la Sira. Cette nuit de clôture du maître a été l'occasion pour les participants qui ne se sont pas encore vaccinés de le faire pour se prémunir contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Un mois présent sur la pandémie de Covid-19, les services du ministère de la Santé ont enregistré 43 nouvelles contaminations et 33 guérisons sans faire état heureusement de décès. Nous reformons ce journal par une bonne nouvelle aux bénéficiaires des cash transferts dans la wilaya Tizi Zemmour. Les montants qui leur sont affectés par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazur sont désormais disponibles. Cette aide accordée dans le cadre du programme El Maouna profite aux foyers démunis. Le commissariat à la sécurité alimentaire est chargé de sa distribution aux ayants droit sur l'ensemble du sol national. Je rappelle à présent des principaux titres de cette édition. Notre pays et les États-Unis d'Amérique autour d'une table pour discuter du renforcement des échanges commerciaux. Inauguration d'une clinique théâtrale pour contribuer aux efforts d'éradication des comportements sociaux nuisibles. Notre pays participe par visioconférence à un dialogue de haut niveau sur les projets de la Grande Muraille Verte. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.